Bonjour à tous, il est 13h. Merci à vous de nous rejoindre comme chaque jour pour une heure de direct Société à notre regard sur l'actualité, mais aussi et surtout sur votre quotidien. Allez, c'est le moment pour vous, chers téléspectateurs, de prendre votre pause déjeuner. Installez-vous confortablement devant votre téléviseur. On regarde tout de suite le programme de votre émission concoctée par Mathieu Topman. Après les attentats terroristes, les voyageurs ont peur. Quelles sont les conséquences économiques et psychologiques des tueries sur le tourisme? C'est le thème d'aujourd'hui. Et justement, en matière de tourisme, Israël a toujours fait face au terrorisme. Malgré les baisses d'activité pendant les guerres, le pays rebondit toujours quand il s'agit d'attirer les plagistes ou les pèlerins en Terre Sainte. Dans notre grand dossier, nous parlerons de la folie des chiens à Tel Aviv. En 20 ans, la population des chiens a triplé, alors que le nombre d'habitants, lui, n'augmentait que de 20%. Voyage également au Japon, où il est possible de louer un chien à l'heure. Mais avant de rentrer dans le cœur de notre programme, on regarde ensemble les titres qui font l'actualité aujourd'hui. Une arrestation en Turquie après l'attentat d'hier qui a fait 10 morts. Il n'y a aucune indication que l'attentat d'Istanbul visait des Allemands. C'est le ministre de l'Intérieur allemand qui l'affirme. En Iran, les 10 marins américains arrêtés hier pour avoir pénétré dans les eaux territoriales iraniennes ont été libérés. Barack Obama a fait son dernier discours à la nation un an avant de remettre les clés de la Maison-Blanche. Il a appelé les Américains à ne pas avoir peur ni de l'économie, ni de Daesh. Avec ou sans kippa, débat au sein de la communauté juive de France. Après le choc de l'agression antisémite à Marseille, le grand rabbin de France invite les fans de l'OM à porter un couvre-chef lors du prochain match au Vélodrome le 20 janvier prochain pour OM Montpellier en Coupe de France. Pour lui, un signe de solidarité et d'unité. Et on peut légitimement se poser la question, quel est l'impact du terrorisme sur le tourisme? Si on en croit l'histoire de ces dernières années, à chaque fois qu'une destination connaît un attentat, sa fréquentation baisse quand elle ne chute pas de manière drastique. Un mois après le 11 septembre, par exemple, les hôtels new-yorkais ont enregistré des taux d'occupation de 5%. Les attentats de Madrid ou de Londres ont porté des coups fatals et durables à leur tourisme respectif. Idem pour Marrakech, Istanbul ou Bali. Alors quelles sont les grandes destinations qui ont été ces dernières années les cibles du terrorisme? Le point avec Jonathan Serrero. Les sites touristiques sont devenus des cibles privilégiées pour les terroristes. Il s'agit pour eux du moyen le plus facile de nuire aux intérêts occidentaux. Sur les 10 victimes de l'attentat perpétré dans le quartier très fréquenté de Sultanahmet à Istanbul, 9 étaient allemandes. Le spectre du terrorisme plane aussi sur la France depuis les attentats de janvier et ceux du mois de novembre à Paris. Des terrasses de café très fréquentées un vendredi soir et une salle de concert ont été prises pour cible. Au total, une vingtaine de ressortissants étrangers ont trouvé la mort dans ces attaques du 13 novembre. Pour cette touriste américaine, l'ambiance de la capitale française lui rappelle celle de New York après le 11 septembre 2001. It's horrible. It's absolutely horrible. It's just like when they bombed. C'est horrible, c'est absolument horrible. C'est comme quand il y a eu des bombes à New York. Je ressens exactement la même chose et je pense que les Français vont s'unir, comme les Américains l'avaient fait, pour combattre l'État islamique et agir contre eux. Yep, I'm not afraid. I'm not afraid. Malgré l'inquiétude et l'état d'urgence décrété par François Hollande, les littoraux français n'ont rien perdu, eux, de leur attrait. Près de 64 millions de personnes ont visité les plages bretonnes et de la Méditerranée. Les hôtels dépendants de la clientèle étrangère ont vu leurs réservations en revanche baisser de 11,9%, peu de temps après les attentats de novembre. Autre cible privilégiée de l'État islamique, l'Égypte. Dernière attaque en date, celle d'un hôtel de luxe à Hurghada, ville située sur la rive est du pays. Le crash de l'avion russe au-dessus du Sinaï au mois de novembre dernier et ses 224 victimes ont mis un coup d'arrêt à la reprise entrevue durant l'été. Le tourisme souffre. Nous sommes sortis des problèmes politiques qui ont touché le tourisme et tout ce qui s'est passé. On était justement rassurés car le tourisme repartait. Maintenant, avec l'avion russe et la décision russe d'hier, c'est revenu comme c'était avant, et même pire.
En 2010, l'Égypte avait accueilli 14,7 millions de personnes. En 2014, il n'était plus que 9 millions de personnes à s'être rendues dans le pays des pyramides. D'autres pays de la côte méditerranéenne sont dans le viseur des hommes en noir. La Tunisie est depuis la fin de la Révolution dans la ligne de mire des hommes du Daesh. Des carnages ont été perpétrés au musée du Bardo, sur la plage de Sousse et dernièrement dans un des hôtels de la cité balnéaire du sud du pays. Résultat, des dizaines de victimes, dont parmi elles des vacanciers venus d'Europe et d'ailleurs. Une situation qui pousse les politiques à réagir. Il faut prendre des décisions, sinon il va y avoir des problèmes sociaux dans le pays. Il y aura des problèmes pour les établissements économiques. Le tourisme tunisien est là depuis 60 ans. Si ce secteur s'écroule et qu'il n'est pas soutenu, c'est toute l'économie qui s'écroule. Et pour cause, le poids de l'activité touristique dans l'économie tunisienne est lourd. Il représente 19,3% du PIB, le produit intérieur brut. La terreur djihadiste est mondiale. La Thaïlande en a fait l'amère expérience. Un attentat a ébranlé la capitale Bangkok en plein mois d'août. Bilan 20 morts, parmi elles des ressortissants chinois habitués à passer leurs vacances dans le pays voisin. C'est d'ailleurs grâce à eux que l'activité touristique se maintient à un niveau respectable. 28 millions de visiteurs venus de Chine se sont rendus en Thaïlande lors de cette année 2015. Joël Lévy, bonjour. Nous allons parler avec vous dans quelques instants des conséquences psychologiques, justement, des actes terroristes. Isabelle Daijou, bonjour. Vous avez enquêté aujourd'hui sur la manière dont Israël réagit après les attentats. Mais alors, tout de suite, Maurice Yfergan, est-ce que vous pensez, bonjour, qu'il faut mettre toutes les cibles dans le même sac ? Non, pas du tout. Il y a deux types de terrorisme contre le tourisme. Je dirais d'abord, il y a un terrorisme structurel. Dans des pays comme les pays du Moyen-Orient, ça peut être la Syrie, le Liban, Israël, la Jordanie aussi, où il y a une situation de conflit permanente et le terrorisme dirigé vers des touristes a pour but de fermer ces pays à toute influence étrangère, les contraindre à rester enfermés sur eux-mêmes de manière à pouvoir amener une certaine idéologie, un certain mode de vie. Là, l'ennemi, c'est le cosmopolitisme, c'est la globalisation. Et il y a un autre type de terrorisme, je l'appellerais un terrorisme beaucoup plus conjoncturel. Ce sont des attaques terroristes dirigées contre des pays occidentaux, comme les États-Unis ou la France, où là, il s'agit de dire à ces États, regardez, vos ressortissants ne sont pas à l'abri, nous exigeons que l'opinion publique fasse infléchir votre politique. En l'occurrence, par exemple, pour le Bataclan, le 13 novembre à Paris, il s'agissait de pointer du doigt les frappes françaises contre la Syrie en disant cesser ces frappes. Donc vous voyez, il y a deux types de terrorisme. Alors il y a quand même une inconnue. Il y a des pays qui vivent dans des situations d'instabilité sécuritaire permanente. Par exemple, je pense au Sri Lanka, qui a été ravagé par une guerre civile entre Tamoul et Tamoul, où là, il n'y avait pas d'influence sur le tourisme. Alors pourquoi, dans la tête d'un touriste, je dirais aller au Sri Lanka, passer une semaine, c'est acceptable, alors que d'aller passer une semaine, par exemple, en Tunisie, c'est devenu inacceptable, c'est trop dangereux. Là, il y a des choses à essayer de comprendre, mais globalement, les organisations terroristes veulent frapper les économies des pays qui vivent de ce tourisme. Vous savez, vous avez entendu que le PIB des pays, le tourisme représente à peu près 20%. C'est quand même des revenus énormes et ça crée des problèmes sociaux. Ces problèmes sociaux sont ensuite relayés par les organisations terroristes qui disent, regardez, rien ne va, on prend la main. Donc, ce que vous voulez dire, Maurice, c'est qu'il faut différencier les attentats terroristes conjoncturels liés à un objectif précis, des situations de troubles sécuritaires installées où les effets du terrorisme sont encore plus dévastateurs. C'est bien ça ? Absolument. En tous les cas, ils étaient venus profiter des merveilles d'Istanbul dans le calme de la basse saison, mais l'attentat suicide qui a visé mardi la mégapole turque à quelques pas de la basilique Sainte-Sophie et de la mosquée bleue a semé l'effroi parmi les touristes étrangers. L'angoisse provoquée chez les touristes par l'attentat d'hier, est-ce que ça va finalement les éloigner des richesses historiques? Joël Lévy, qu'en pensez-vous? Les conséquences psychologiques. Il est possible que ça génère, on l'a vu sur la Tunisie, mais que ça génère carrément un refus d'aller vers ces plaisirs-là, dans des endroits qu'on ne maîtrise plus, du coup, puisqu'on ne comprend pas toujours tous ces éléments de géopolitique, etc. On objetise ces touristes, c'est-à-dire qu'on les rend à leur insu des cibles, on les prend en otage finalement. Ouais. C'est du même ordre que le Bataclan. On les stigmatise et du coup, il est fort possible qu'un touriste se renseigne et
plus précisément sur les éléments politiques d'un pays avant de s'y rendre, parce qu'on touche à leur vie, on touche à quelque chose de fondamental pour le coup. Leurs loisirs, leurs choix, leur subjectivité, voire même leur conception de vacances. Mais vous, par exemple, aujourd'hui, Joël Lévy, si vous aviez un billet pour partir demain à Istanbul, est-ce que vous partiriez ? J'aurais beaucoup de mal. D'accord. Et là, vous revenez par exemple de New York. Est-ce que vous avez eu peur que quelque chose arrive ? Il y avait quand même des risques. La question s'est posée puisque c'était une des annonces de Daesh que le 31 décembre, etc. Pour autant, c'est vrai que ce qui m'a plutôt sécurisée, mais je pense ne pas avoir été la seule, parce qu'il y avait pas mal de gens quand même, c'est cette idée que le pays prend en charge aussi et met en place des éléments de sécurité. Maintenant, de fait, ça ne m'a pas empêché d'y aller, mais de faire attention, oui. Mais ces angoisses, vous ne trouvez pas qu'elles sont justement disproportionnées ? Parce que finalement, les risques terroristes, ils sont vraiment moindres par rapport à toute la criminalité dont on peut entendre parler. Pourquoi cette angoisse, ce stress ? Oui, mais c'est quelque chose d'extrêmement désordonné et d'incontrôlable, précisément. Et c'est pour ça que nous, en tant que... on est des acteurs, finalement, à notre insu, acteurs de ces événements. On ne peut pas prévoir. Les survivants, par exemple, des attentats du Bataclan disent on regarde les portes maintenant. Et beaucoup de gens disent ça. On regarde où on peut entrer, où on peut sortir. Allez, on va regarder tout de suite le sujet de Jonathan Serrero. On en parle après. Les touristes tentent de se remettre du terrible attentat perpétré proche de la basilique Sainte-Sophie et de la mosquée bleue d'Istanbul. Certains sont encore sous le choc. Je n'ai pas eu peur, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas paniqué, mais c'est affreux, ce qui s'est passé est affreux. Dans l'attaque survenue mardi, 9 des 10 victimes sont originaires d'Allemagne, principale pourvoyeuse de touristes à destination de la Turquie, avec près de 300 000 entrées dans le pays lors du seul mois de novembre. Cet attentat pourrait signer l'arrêt de mort du tourisme en Turquie. Il est certain que le secteur du tourisme va en pâtir, mais je ne sais pas à quel point. Mais c'est sûr qu'on va en souffrir parce qu'il y a des gens qui ont peur. Les agences de voyage enregistrent déjà des annulations de réservations. Notre patron devait recevoir 2 groupes. L'un a mis sa réservation en suspens et l'autre a annulé. Cela veut dire qu'après ça, nos affaires vont en souffrir. Malgré cette psychose, les chiffres du tourisme en Turquie n'ont baissé que de 1,36% au cours de l'année. En 2015, c'est 11 millions de visiteurs étrangers qui se sont rendus dans le pays. Alors on l'a vu dans le reportage, beaucoup d'angoisse chez les touristes justement qui ont vécu ces attentats. Quelles sont, Joël Lévy, les conséquences psychologiques sur les touristes ? J'ai envie de dire, il y en a partout des conséquences psychologiques, mais là, on est en relâche, on est en détente, on va pour passer un bon moment et on est la cible d'attentats. Est-ce que c'est pire ? C'est le pire des moments finalement. C'est un moment où on touche sa sphère privée. Donc je ne sais pas si le traumatisme, je ne pourrais pas dire que le traumatisme est plus grave, mais de fait, il vient témoigner de ce qu'on peut enlever à quelqu'un, c'est-à-dire sa sphère privée. On n'est pas dans le professionnel, on est avec sa famille, avec son compagnon, etc. Et là, pour le coup, ça symbolise autre chose. Et puis, il y a aussi l'idée pour le touriste de se dire je ne peux pas maîtriser quelque chose quand je ne suis pas chez moi. Donc, où je vais aller, quel hôpital, etc. C'est très anxiogène, tout ça, finalement. Donc, je vais rester dans ma banlieue. Et finalement, ne pas prendre de risques. Oui. Maurice, comment on vit avec l'idée d'être celui ou celle, finalement, qui va être visé ? C'est très dur. C'est très dur, mais il faut comprendre que la stratégie utilisée par les terroristes en s'en prenant aux touristes, c'est une stratégie qui commence à s'éclaircir, on commence à comprendre. C'est la stratégie du touriste en tant qu'il est tout le monde. C'est plus on vise une caserne de soldats qui sont payés pour prendre des risques, ou on vise des personnalités politiques. Non, on vise tout le monde. En visant les touristes, on vise tout le monde. Tous ceux qui veulent voyager, circuler, on entrave à la liberté de circulation. On vise les lieux de plaisir, on vise tout ce qui finalement déplaît à ces organisations terroristes, c'est-à-dire la liberté de circulation, le loisir, le plaisir. Et donc on se sent tout d'un coup
comme tout le monde et visés comme tout le monde au même titre. Donc la stratégie des terroristes, c'est une stratégie qui va vers le maillon faible. On fait de ces victimes, de ces terroristes victimes, on en fait les oppresseurs, en leur disant on vous a visé parce que votre gouvernement fait ceci ou fait cela. Donc les organisations terroristes comptent sur ces touristes et sur leur opinion publique pour dire écoutez, arrêtez de bombarder par exemple la Syrie parce qu'on n'a pas envie de se retrouver dans une civière. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose, Joëlle ? Je veux dire que c'est d'autant plus anxiogène que mondialement, on a en tête tout ce qui se passe et partir en vacances, c'est aussi cette idée de relâcher cette pression. Et ça vient quand même envoyer un message aux gens lambda qui ont tous à avoir des vacances. Vous ne serez tranquille nulle part. Je suis désolée. Une belle note positive. Désolée. Alors justement, Isabelle Dajou, vous avez enquêté pour nous. Israël, qui est donc habitué malheureusement aux attaques terroristes. Quel est l'impact justement du terrorisme sur l'industrie du tourisme israélien ? Alors une petite récapitulation. En période de calme, Israël est un pays qui attire en moyenne 3 millions de touristes par an. C'est vrai que le touriste emploie 6% de main-d'œuvre israélienne. Le tourisme en Israël est effectivement en baisse entre 2013 et 2015 de 18%. Alors pourquoi entre 2013 et 2015 ? Parce qu'en été 2014, il y a eu l'opération Bordure Protectrice qui a aussi semé un peu pagaille. Et en ce moment, on vit une période de violence que certains appellent l'intifada des couteaux. Donc ces violences, évidemment, produisent une baisse de tourisme. Oui, des violences, des crimes qui provoquent des annulations. Quels sont les touristes ? De quel pays viennent-ils, ces touristes qui annulent, Isabelle ? Alors, si on se concentre sur des pays, on va commencer par la Russie. Par surprise, eux sont le taux d'annulation le plus conséquent avec 51% d'annulation. Suit la France avec 23% d'annulation et le reste des pays européens avec 13%. Les plus courageux, les Américains, seulement 5% d'annulation. Oui, et justement, comment Israël parvient à remonter la pente après chaque attentat ? Alors, c'est vrai que l'effet est ressenti immédiatement, mais ne dure pas longtemps, grâce au ministère du Tourisme, qui est habitué à faire des promotions touristiques pour encourager justement les gens à venir en sécurité, afin de diminuer tous les effets secondaires qu'ils pourraient avoir à long terme. Mais vous faites une différence entre justement le tourisme de loisirs et le tourisme professionnel. Effectivement, on va prendre l'exemple au mois d'octobre, quand a commencé tous les attaques terroristes au couteau ou les voitures béliers. Il y avait aussi la Fashion Week. On a enregistré 0 annulation. Donc le tourisme professionnel n'est absolument pas touché. Comment vous expliquez ça, Maurice, justement, qu'Israël remonte la pente comme ça très vite? On a l'impression qu'il y a eu l'attentat et puis ça y est, on reprend vie et tout est derrière nous. D'abord, il faut comprendre une chose en ce qui concerne le tourisme, c'est que les gens ne réservent pas un billet du jour au lendemain. C'est des choses qui se préparent à l'avance. Donc souvent, il y a un écart entre l'attentat et les annulations parce que, je veux dire, c'est pas immédiat. L'effet n'est pas immédiat. Maintenant, en Israël, on se trouve dans une situation où 3 millions de touristes par an en moyenne, c'est en dessous du potentiel qu'on pourrait attirer ici en Israël. Donc on est déjà dans une situation où on attire peu de touristes. En tout cas, quelque chose de très positif, c'est ces stars, Isabelle Dajou, qui devaient venir et qui n'ont pas annulé leur visite en Israël. Comme Robbie Williams, Kanye West et Enrique Iglesias, qui est arrivé à 2 reprises consécutives le dernier mois. Et en termes de chiffres, il ne faut pas oublier qu'Israël, depuis sa création en 1948, a subi des actions militaires. On voit d'ailleurs là l'antenne Kim Kardashian et Kanye West pour le baptême de leur enfant, Isabelle. Bientôt, oui. Le pays qui part déjà avec cet handicap, si l'on compare avec les 4 pays les plus visités dans le monde. La France, qui a, pour dire un chiffre exact, excusez-moi, 84 millions de touristes pour une population de 60 millions. Les États-Unis, 67 millions de touristes pour 320 millions d'habitants. L'Espagne, qui est spectaculaire, 59 millions de touristes pour 47 millions d'habitants. Donc, on en garde quand même espoir. Donc, on aimerait avoir plus de tourisme ici en Israël. C'était ça le message? Oui, mais ce qui est intéressant aussi, c'est un peu les vases communicants dans le tourisme. C'est-à-dire, lorsque des touristes refusent de se rendre en Tunisie ou au Maroc ou ailleurs, ils se déversent ailleurs. Et les grands gagnants de cette vague de terrorisme, pour le moment, c'est l'Espagne, l'Italie et la Grèce, qui voient tout d'un coup leur commerce fleurir dans le tourisme, parce que les gens finalement n'annulent pas leurs congés, ils continuent à prendre des congés, mais se dirigent vers des destinations beaucoup plus sûres, ou du moins qui ont une image moins angoissante.
Oui, mais pour le coup, c'était des pays qui, il y a 15 ans, étaient très renommés pour le tourisme, et puis on en avait fait le tour, donc on passait à quelque chose de plus exotique. Finalement, on repart tranquillement en Grèce, à Rome et autres, vers des valeurs sûres. C'est plus tranquille. Bon. Merci Joël, merci Isabelle, on vous retrouve la semaine prochaine. Et toujours à propos de terrorisme, lors de son dernier discours sur l'état de l'Union la nuit dernière à Washington, le président Obama a évoqué cette question, le terrorisme donc, et la lutte contre Daesh. Mais il a aussi évoqué l'économie et les avancées sociales. Regardez les principaux titres, les principaux points de ce discours avec Océane Nicole. Obama fait le bilan. Ce mardi, le président américain s'est exprimé pour la dernière fois sur l'état de l'Union, l'occasion de revenir sur cette année de présidence. Menaces terroristes, Cuba, économie, tous les sujets ont été évoqués par Barack Obama. L'État islamique a mobilisé une grande partie de son discours. Le président appelle les Américains à ne pas succomber à la peur. Pour Obama, pas question de parler de troisième guerre mondiale, mais la menace est pourtant constante et réelle. Both Al-Qaeda and now ISIL pose a direct threat to our people. Al-Qaïda et maintenant l'État islamique sont une menace directe pour notre population parce que dans notre monde aujourd'hui, même une poignée de terroristes qui ne respectent pas la vie humaine, y compris la leur, peuvent faire des dégâts. Ils utilisent Internet pour endoctriner les jeunes de notre pays. Leurs attaques déstabilisent nos alliés. Nous devons les faire sortir. Le président américain s'est félicité de l'économie de son pays, la plus forte et la plus durable du monde. Obama a également souligné l'énorme avancée dans les relations avec Cuba. Il l'affirme, la guerre froide est terminée et il faut renforcer la crédibilité des États-Unis sur le continent d'Amérique latine. Après les félicitations, passe au regret. Barack Obama déplore les querelles et attaques récurrentes entre républicains et démocrates. It's one of the few regrets of my presidency. C'est l'un des regrets de ma présidence, que la rancœur et la méfiance entre les partis a empiré au lieu de s'améliorer. Sans doute un président avec le nom de Lincoln ou Roosevelt aurait pu mieux combler cette division et je vous garantis que je vais continuer à faire de mon mieux tant que je serai dans ce bureau. À 12 mois de son départ, le 44e président des États-Unis divise encore les Américains. Selon un dernier sondage, 46% approuvent l'action de Barack Obama à la Maison-Blanche. Sacha Reboux, bonjour, bienvenue. Valérie. Alors c'est l'heure justement des regards croisés. D'un côté la génération Internet contre la génération mai 68. Au côté d'eux. Au côté d'eux. On espère que vous allez être d'accord au moins un jour. Alors dites-moi, Sacha, qu'avez-vous retenu de ce bilan ? Mais écoutez, Obama, c'était quand même le premier président afro-américain. C'était un nouvel espoir après Bush, quelque part de la fin du racisme aux États-Unis et d'autres interventions. Mais pourtant, c'est une présidence qui n'a pas tenu ses promesses et qui a beaucoup déçu de ses nombreux suivants ainsi que ses opposants, excusez-moi, en politique étrangère notamment, avec une naïveté et une inconsistance terrible. Donc si on se concentre sur le Russian Reset à l'époque, quand il explique qu'il veut renouveler les relations avec la Russie, et que finalement, après beaucoup d'essais infructueux avec Poutine, il se retrouve en position de faiblesse, notamment quand Poutine envahit la Crimée, Obama ne réagit pas comme il se doit, ou encore quand Poutine envoie des missiles à l'Iran en brisant l'embargo commercial, Obama dit on va répondre, mais non, finalement Poutine avait le droit techniquement de vendre ses missiles, donc c'est un vrai problème au niveau des Russes. On parlait aussi du discours du Caire, donc quand il voulait renouveler les relations avec le monde arabe, où là il prend des partis avec les frères musulmans et Morsi, qui finalement se finit par être remplacé par Al-Sisi, donc ça détériore tout à fait ses relations avec les Égyptiens, même si la palme d'or revient quand même à la Syrie, qui quand même, Obama déclare en 2012 que si la ligne rouge est franchie, l'utilisation des armes chimiques arrive, à ce moment-là, il faudra intervenir et Assad regrettera amèrement ses actions. Les armes chimiques sont utilisées, les preuves sont là, et Obama déclare que finalement il va falloir parler au Congrès pour discuter peut-être d'une intervention. Maintenant, il faut quand même retenir des choses importantes pour lui, rendre à César ce qui est à César. L'économie va mieux, 5% de chômage au lieu de 10 en 2008, mais est-ce grâce à lui ou grâce à la Fed qui a injecté des milliards de dollars durant ces années-là ? Alors, Maurice, vous l'avez vu, ce discours, donc c'est le discours final après 4 ans, deux fois 4 ans de mandat à la Maison-Blanche. Est-ce que ce discours, vous pensez qu'il caractérise l'homme ? Absolument.
Moi, je qualifierais Barack Obama d'optimiste invétéré, incorrigible. C'est-à-dire qu'il a toujours une vision positive de l'avenir. Il l'a montré au cours du premier mandat et du second mandat, 8 ans à la Maison-Blanche, dans laquelle elle a toujours vu les choses avec un œil rassurant, positif et un discours assez enthousiasmant. Maintenant, peut-être on peut se rejoindre sur ce, il y a des côtés négatifs. Le problème de Barack Obama, c'est qu'il a tendance à beaucoup trop personnaliser sa politique. Je veux dire, ça fonctionne quand il est en harmonie avec les leaders du monde. Ça ne fonctionne pas quand il est plus en harmonie. Je veux dire, c'est visible avec le dossier iranien. Je veux dire, et tout d'un coup, il s'est pris de sympathie pour Zarif, le ministre iranien des Affaires étrangères, et le dossier s'est débloqué, il a avancé parce que il passait quelque chose entre les deux personnalités. C'est pas un homme qui réagit politiquement, froidement, c'est un homme qui réagit sur les sentiments, sur les personnalités. Le président américain qui n'a pas du tout évoqué le conflit israélo-palestinien, Sacha Rebout, vous pensez qu'il l'a fait exprès ? Tout à fait. Depuis quand même quelques années, les relations se détériorent entre Israël et les États-Unis. Et donc au final, je pense que c'est un acte tout à fait délibéré d'Obama de ne pas évoquer cette relation avec Israël, puisque c'est quelque part partir en arrière, faire un retrait, se désengager de cette discussion, de ces problèmes politiques. Oui. Alors Barack Obama qui va quitter dans 10 mois la Maison-Blanche, Maurice Fergan, quelle impression va-t-il vous laisser ? Je vous l'ai dit, il va me laisser l'impression d'un président très engagé, mais sur le plan personnel. Ce n'est pas un président, disons, politique qui voit les dossiers froidement, mais c'est un président qui, finalement, tisse des réseaux de sympathie ou d'antipathie. Merci Maurice Fergan, restez avec nous. Merci Sacha Rebout. Dans quelques instants, c'est le grand dossier de la semaine. Il est consacré aux animaux de compagnie. Vous savez, les chiens et les chats prennent le pouvoir à Tel Aviv. Restez avec nous.